Bienvenue sur la chaîne Cardio Online, qui est la chaîne de la Société française de cardiologie. Je suis Nicolas Lamblin, je suis cardiologue au CHU de Lille et je suis ravi d'animer ces quelques minutes avec Nathan Newton qui va se présenter en quelques mots. Donc Nathan Newton du CHU de Lyon est très impliqué dans l'insuffisance cardiaque. Alors l'un et l'autre, effectivement, nous prenons en charge des malades pour insuffisance cardiaque et justement c'est le thème des quelques minutes, c'est-à-dire on va parler d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Vous savez qu'il y a une actualité extrêmement riche et on va plutôt s'intéresser à une catégorie de malades qu'on va devoir définir, sont les malades vulnérables. D'ailleurs, Nathan, dans les études parfois anglo-américaines, on voit le terme worsening heart failure. Alors, pourquoi, dans ta pratique, c'est quoi un patient vulnérable, un patient qui s'aggrave ou un patient worsening heart failure? Comment tu définirais ces choses-là? Merci, c'est une très bonne question. Il y a une question qui vient des études cliniques, qui est celle de l'aggravation qui est liée à l'utilisation d'un traitement diurétique IV ou l'hospitalisation. L'hospitalisation est un critère non discutable d'aggravation d'insuffisance cardiaque, donc ça c'est facile. Il y a les patients pour lesquels on a besoin d'avoir un traitement IV, recours à un traitement IV diurétique ou une augmentation du traitement PEROS. Et puis il y a aussi les patients qui gardent des peptides natriurétiques élevés et qui restent symptomatiques. On n'y pense pas suffisamment souvent. On s'assoit trop souvent sur des valeurs élevées de NT-proBNP et ceux-là aussi sont des patients qui sont en voie d'aggravation ou à risque et qui par ailleurs souvent ne tolèrent pas très bien les traitements recommandés. Donc si j'essaie de résumer, il y a trois choses. Il y a l'hospitalisation, mais donc tu pourrais la mettre au singulier. C'est-à-dire quelqu'un qui est déjà traité et qui fait une décompensation. Alors sauf si on a un élément traitable extérieur, mais sinon pour toi, c'est déjà un malade sur lequel tu fais attention. C'est ce qu'on voit et évidemment, il y a une classe encore plus sévère et encore plus à risque, c'est celle des hospitalisations répétées. Ça fait bien le lien ville-hôpital, parce que souvent ce ne sont pas les mêmes cardiologues qui gèrent l'hospitalisation après un passage aux urgences et le cardiologue traitant qui suit le malade à son cardiaque. Donc ça veut dire que le cardiologue traitant qui voit à son cabinet un malade alors qu'il a été hospitalisé pour décompensation 1 ou 2 mois avant doit être vigilant, doit être proactif et pas juste se dire l'hôpital a fait le job, parce que finalement on ne fait pas le même travail les uns et les autres, il faut travailler main dans la main. La question, c'est que les recommandations ont beaucoup changé pour les malades chroniques. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Tout à fait. Les recommandations, justement, il y a beaucoup d'innovations avec une révolution dans les nouveaux guidelines de la Société européenne de cardiologie de 2021 avec un pilier de traitement qui est une pentathérapie recommandée pour tous les patients à insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Donc on a des preuves, des traitements qui sont efficaces. Par contre, ce qui ne nous est pas dit, et pour là où on est embêté, c'est comment est-ce qu'on les met en place, comment est-ce qu'on jongle entre les thérapeutiques. Certaines sont en monodose, d'autres en pluridose, et puis avec des facteurs et des tolérances qui sont différentes. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment indiqué, savoir si on les commence si on doit tous les mettre à l'hôpital ou on doit les faire justement comme vous disiez en ville. C'est des choses qui sont encore à affiner, mais c'est pour moi une vraie ouverture avec une palette de couleurs pour traiter nos patients insuffisants cardiaques qui sont actifs sur chaque voie physiopathologique et c'est vraiment quelque chose de très encourageant et pour nous très enrichissant. Alors il y a deux éléments importants, c'est-à-dire qu'on a plus de molécules, très bien, mais il va falloir accentuer le lien ville-hôpital pour savoir ce que l'on a fait, ce qui n'a pas été toléré, ce qui reste à faire, enfin vraiment travailler en équipe d'une part. Et puis finalement, si on n'a pas de recette dans les recours, est-ce que toi, tu en as une pour l'instant? Comment tu débutes les thérapeutiques? Tout en même temps, à petite dose? Tu préfères monter une dose max d'un médicament avant de passer à l'autre? Comment tu fais? Il n'y a pas de recette absolue, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas une bonne façon de faire. L'important, c'est de connaître chaque classe thérapeutique et d'essayer de composer avec en utilisant justement celles qui ont obtenu les preuves. Nous avons la pentathérapie, évidemment d'autres thérapeutiques qui vont arriver sur le marché avec le Vericiguat, un stimulateur de la guanylate cyclase. Et puis d'autres thérapeutiques encore, et donc on est vraiment une époque très riche. Oui, parce que tu vas déjà au-delà donc des recommandations, parce que tu penses que malgré cette pentathérapie que l'on espère très efficace,
tu penses qu'elle ne sera pas magique et que les personnes, en tout cas certaines malades, continueront de s'aggraver ou de décompenser? Tout à fait. Alors de quelle classe pharmacologique es-tu le plus en attente de disponibilité, par exemple? Donc là, effectivement, dans une molécule qui agit sur la voie du GMPC au niveau du cardiomyocyte, qui est le vericiguat, qui stimule la guanylate cyclase et qui a été démontré, une efficacité démontrée dans l'étude Victoria, publiée dans une grande revue, avec une significativité des résultats sur la morbimortalité et qui sera un axe thérapeutique. Il y a d'autres molécules, le mécaptive mercabile, sont dans l'insuffisance cardiaque avec des fractions d'éjection très réduites, peut être très intéressante et on attend d'avoir, mais celle qui est le plus développée, qui va être la plus mature, c'est vraiment le vericiguat. Alors si je reviens sur le vericiguat, en plus, l'étude qui a permis son AMM, car cette molécule a une AMM européenne, l'étude qui a permis de valider cette AMM s'intéresse tout à fait aux malades dont on vient de parler, parce que c'était des malades plutôt bien traités. Certes, ils n'avaient pas les thérapeutiques toutes récentes comme les bloqueurs, enfin les inhibiteurs ISGLT2. Cependant, ils étaient donc bien traités, ils continuent de décompenser. Donc la molécule dont tu parles, vericiguat, répond bien à la question du malade qui continue de décompenser. Tout à fait. Alors quels sont les résultats de cette étude? Donc l'étude Victoria est effectivement une étude randomisée en double aveugle multicentrique qui a montré justement sur une population qui était très sévère, en aggravation, justement la population dont on parlait, une réduction significative de 10% des événements sur une population qui avait un taux d'événement insuffisance cardiaque et décès combinés très élevé à plus de 35%, avec une tolérance qui était excellente. Et ça, c'est une preuve. On va augmenter avec une autre étude qui est en cours. Et donc ça, le niveau de preuve doit toujours être multifocal. Et donc on a quelque chose qui va être intéressant dans les années à venir pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. C'est important le point que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il faut la concordance des résultats pour affirmer un bénéfice, même si une étude très bien faite amène déjà beaucoup de renseignements. Peut-être qu'on peut préciser que dans Victoria, l'étude avec le vericiguat, déjà publiée, le bénéfice, il est significatif, il est de 10%, tu l'as dit. Il est essentiellement porté par l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc c'est ce que l'on espérait d'un produit comme ça, parce que cette étude a été interrompue de façon assez prématurée parce qu'elle était positive, mais on a l'impression que parce qu'elle est interrompue prématurément, on n'a pas pu voir l'ampleur du bénéfice sur la mortalité, et c'est ce qui fait parfois un petit peu débat dans les communautés d'insuffisance cardiaque. Mais sur un suivi court après une hospitalisation, on veut avant tout diminuer les réhospitalisations. Tu confirmes ce que je viens de dire? Oui, tout à fait. Effectivement, c'est une excellente remarque. Et il y a aussi la problématique chez nos patients qui sont polymédiqués de la tolérance des traitements, qui est un autre facteur à analyser avec des signaux qui sont extrêmement favorables. Ouais, justement, parce qu'on a parlé de sacubitril, on a parlé d'un bloqueur de l'angiotensine 2 ou un IEC, on a parlé d'un bloqueur minéralocorticoïde. Tout ça entraîne potentiellement des hypotensions, des hypovolémies, des aggravations de l'insuffisance rénale. Alors le vericiguat, il est bien toléré? Oui, très bien toléré, avec une hypotension qui est non significativement augmentée par rapport au placebo. Et donc ça, c'est un des éléments qui ressort, et des effets qui sont autres, qui sont anecdotiques. Comme tous les autres avec des effets exceptionnels, il y a toujours ça. Et le taux d'événements indésirables était non significativement augmenté dans les deux groupes. Et toi qui connais bien la pharmacologie, on me pose souvent la question de faut-il baisser les diurétiques lorsqu'on met du sacubitril? Faut-il baisser les diurétiques quand on met un inhibiteur SGLT2? Alors faut-il baisser les diurétiques avec un stimulateur de la guanylate cyclase? Cette question n'a pas franchement été élucidée, mais la réponse pour les deux précédentes est plutôt négative, puisque dans les études, il n'y avait pas de modification du traitement diurétique, même s'il y a un effet sur la natriurèse. Je dirais que le message que moi je retiens par rapport à ces molécules qui ont tout un niveau de preuve qui dépasse largement celui des devices, on a toujours se mettre dans l'esprit d'optimiser. Tout patient insuffisant cardiaque n'est jamais stable, il vit. Et on a plein d'éléments au niveau thérapeutique et maintenant beaucoup de couleurs au niveau thérapeutique, mais aussi au niveau de la réadaptation, au niveau de l'éducation, au niveau de la connaissance de la maladie. Ce sont tous les secteurs sur lesquels, à chaque fois qu'on voit un patient insuffisant cardiaque, on doit travailler. Oui, c'est une belle conclusion à laquelle je souscris. C'est-à-dire que quand on a en consultation un malade insuffisant cardiaque chronique qui va relativement bien, il faut en permanence avoir à l'esprit qu'il peut s'aggraver ou qu'il est en train de s'aggraver, même si c'est de manière discrète, et qu'il faut avoir cette attitude de checklist à chaque fois. Est-ce que je peux faire mieux en classe, en dose ou en traitement
autour des médicaments, par exemple réadaptation, etc. etc. Merci Nathan, je pense que notre temps est écoulé et j'étais très ravi de cet échange avec toi.